bonjour à tous, Sylvain Bonin, donc je suis le responsable du système d'information décisionnelle au sein de l'Université de Nantes. Donc pour ce retour d'expérience, donc je vais vous proposer une petite introduction et un point de contexte par rapport à notre projet et le pilotage au sein de l'Université de Nantes. Ensuite, une démonstration du portail décisionnel que nous avons mis en place et puis quelques éléments d'actualité et de bilan par rapport à cette première phase de notre projet. Alors, par rapport à l'introduction, par rapport à l'Université de Nantes, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'université, je vais vous apporter quelques éléments clés que j'ai affichés à l'écran. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est du coup, on est quand même sur une université assez importante, 37 000 étudiants. L'université est composée de 20 UFR, on est sur 12 campus. Presque 4000 personnels, dont un peu moins de la moitié dédiés à la recherche. On a 43 unités de recherche. Et puis pour vous représenter ce que représente l'université au sein de la métropole, on a un habitant de la métropole sur 12 qui travaille ou qui étudie au sein de l'université. Donc on va dire on est sur un établissement qui est vraiment important à l'échelle de la métropole. Concernant notre projet, le pilotage au sein de l'établissement, on va dire qu'on est sur un sujet qui est pas nouveau dans notre établissement. On a entre autres depuis 2012 la présidence qui anime un dialogue stratégique et de gestion avec ses composantes, donc avec les 20 composantes qui stratégisent par ce qu'on appelle les CPOM. Donc c'est des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Donc c'est les échanges par rapport à ces objectifs et moyens qui sont réalisés entre la présidence et les composantes. Et donc jusqu'à présent, ces échanges s'appuient sur des indicateurs et tableaux de bord qui sont produits manuellement, donc une production qui était chronophage, on va dire qui n'était pas automatisée, qui était réalisée chaque année manuellement, et il y a des tableurs, donc qui ne favorisaient pas le partage de l'information. Donc un peu de ce constat a été lancé le projet UN Data SID, donc c'est le nom du projet, on va dire, en lien avec le système d'information dans l'établissement, donc qui a été lancé en 2018. Avec pour objectif de répondre aux besoins de pilotage et d'accompagner la réorganisation de l'établissement. Le calendrier, donc ce projet, il a été réalisé en 2 phases. On a une première phase qui a consisté à mettre en place un espace de partage et de centralisation de, on va dire, toutes les données et indicateurs de pilotage qui existaient dans l'établissement, mais qui n'étaient pas vraiment centralisés ni partagés. Donc cet espace a été mis en place courant 2018. Et la deuxième phase qui va plus nous intéresser dans le cadre de ce retour d'expérience, c'est la mise à disposition d'indicateurs de pilotage au travers d'un portail décisionnel, donc à partir de septembre 2019. Donc ce projet a globalement débuté début 2019, donc on était vraiment sur un projet, ou en tout cas sur une première version de ce projet, sur un calendrier très serré. Et donc pour réaliser ce projet, on a priorisé une trentaine d'indicateurs dits stratégiques sur 3 volets fonctionnels, les ressources humaines, la formation et la finance. Donc les principaux objectifs du projet, donc le premier c'était d'accompagner la prise de décision à tout niveau et en particulier au niveau des pôles et des composantes. Jusqu'à présent on était sur un pilotage qui était plutôt réalisé en centrale, donc au niveau de la présidence, et là l'idée c'était de pouvoir redescendre au niveau des pôles et des composantes. Doter l'université d'un outil de pilotage harmonisé, donc jusqu'à présent on était sur... on avait un certain nombre d'indicateurs de production qui étaient réalisés via Excel. On avait pas mal de personnes qui faisaient ces productions au niveau de son pôle, de sa composante. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'harmonisé et un point d'entrée unique. Aussi simplifier, industrialiser les productions qui étaient annuelles de données et améliorer donc la fréquence de production. Et donc le dernier point qui était important et qui a orienté un peu cette première version du projet, c'était de bénéficier d'un premier retour d'expérience rapide pour démontrer à la gouvernance et à la communauté universitaire l'intérêt du projet, de l'outil et d'un SID. Donc notre SID, donc on a vraiment débuté les travaux début 2019 et on a accouché à une première version, on va dire fin septembre 2019, et avec on a finalisé cette première version par rapport à la trentaine d'indicateurs prévus, on va dire en avril 2020. Donc on reste sur un calendrier très resserré et on va dire notre projet est assez jeune par rapport au département de la Gironde. En termes de personnalité sur notre portail décisionnel, donc pour l'instant on est sur une population qui reste assez restreinte. On adresse les indicateurs aux membres du comité de pilotage SID, à l'équipe politique de l'établissement, aux directions pilotes du projet, donc à savoir la DAF, l'agence comptable,
la DRH, la direction de la formation, la DSIN et la cellule d'appui au pilotage, les directeurs et secrétaires généraux de pôle et composantes et aux responsables et responsables adjoints de services financiers de proximité. Donc, je vais revenir après. Globalement, on a répondu à notre ambition de montrer l'intérêt du SID parce que l'outil a été unanimement salué. Néanmoins, jusqu'à présent, on reste sur un usage assez modéré. Donc, on doit être sur on va dire une centaine de personnes habilitées et en moyenne par mois, on est à 20 à 30 utilisateurs. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu les idées et les orientations par rapport à la suite de notre projet. Si on fait un focus sur, on va dire, ce retour d'expérience et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, à savoir l'outil de restitution DataVis Digdash, le choix de l'outil a été réalisé avec l'accompagnement d'un cabinet de conseil, à savoir CGI. Pour faire ce choix d'outil, donc le cabinet est parti à partir de, on va dire, Gartner et Quadrant Magique pour identifier, on va dire, un certain nombre d'outils de DataVis de restitution. Et les critères de choix ont été ceux qui sont indiqués, donc à savoir la pérennité des outils, tout ce qui tourne autour de la connectivité aux différentes sources de données, la sécurité autour de l'outil, les aspects infrastructure, ergonomie et le coût d'outil. Donc par rapport à ces différents critères qui ont été proposés et validés par l'établissement avec CGI, sont ressortis, on va dire, initialement 3 outils. Et on s'est concentré autour de 2 outils, à savoir Tableau et Digdash. Et donc le choix de Digdash a été fait au détriment de Tableau via une étude comparative qui a été menée à la fois par les métiers et les agents de la cellule de pilotage et aussi par la DSIN. Donc les critères de choix par rapport au choix de Digdash donc sont ceux qui ont été listés au-dessus, donc à savoir la facilité de prise en main de l'outil, l'intuitivité de l'outil, la qualité et pertinence des graphismes et l'interactivité des différents éléments dans un rapport. Donc voilà un peu pour fixer le contexte et le choix de Digdash par rapport à d'autres outils. Voilà. Donc une petite introduction rapide. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer notre portail décisionnel. Alors je vais basculer. Hop. Ah oui, il faut que je change de. Il faut que je change de fenêtre. Vous voyez le portail Digdash? Le voici là. Ok. Donc notre portail décisionnel est donc tel qu'il est affiché actuellement. Donc on va retrouver un premier bandeau avec les volets fonctionnels qui ont été adressés jusqu'à présent. Donc la finance, la formation et les ressources humaines. Et en dessous, on va retrouver un second bandeau qui concerne les thématiques qui sont adressées sur chacun des volets fonctionnels. Donc là, je me suis positionné sur le volet formation. On a adressé jusqu'à présent 2 thématiques d'indicateurs. Tout ce qui concerne le suivi des étudiants dans un premier onglet, dans un second onglet, tout ce qui est autour des volumes horaires formation. Donc, si je commence sur la partie étudiants, donc, de manière générale, les différentes thématiques d'indicateurs, on va dire, on a construit nos tableaux de bord un peu de la même manière. On va retrouver à ce niveau-là tous les fils qui sont disponibles par rapport aux indicateurs représentés. Date d'actualisation, un bouton qui permet d'orienter l'utilisateur vers une page d'aide et d'accompagnement. Et à ce niveau-là, on a repris un récapitulatif des filtres qui sont appliqués, même si on les retrouve globalement ici, mais on va retrouver aussi nos filtres ici. Donc, on va dire c'est le template qu'on va retrouver sur la plupart des indicateurs. Après, en termes de filtres, on va avoir des filtres qui vont être différents d'un onglet à l'autre, et on va retrouver globalement des filtres communs qui vont suivre d'un onglet à l'autre, à savoir les filtres de structure. Donc, les structures de premier niveau qui vont correspondre globalement à nos pôles. Donc, on va retrouver globalement, c'est nos différents pôles, humanité, santé, sciences et technologies et société, éventuellement 2 structures en fonction des indicateurs. Et en dessous, globalement, la structure de second niveau, ça va être nos UFR. On va avoir nos différents indicateurs qui vont être actualisés en temps réel en fonction des filtres appliqués. Donc là, j'ai une vision établissement, mais je peux aussi bien me positionner sur un pôle avec l'actualisation de nos indicateurs. Donc, je vais retrouver éventuellement les fils par rapport aux composantes. Donc là, par rapport au pôle sciences et technologies, les différents IUT qui composent ce pôle. Le fait de pouvoir focaliser notre analyse sur un contrat quinquennal.
Donc les années universitaires sont groupées en contrat quinquennal. Pour les indicateurs qui ne sont pas historisés mais qui sont présentés uniquement sur une année universitaire, le fait de pouvoir changer d'année universitaire ou d'avoir l'année universitaire en cours, faire un filtre sur les typologies de diplôme, le niveau dans le diplôme et un focus sur les primo-entrants au sein de l'établissement. Donc si je regarde sur nos différents indicateurs, donc là on a présenté une courbe du nombre d'étudiants par rapport au filtre appliqué, donc là sur le pôle sciences et technologies, avec une seconde courbe qui a un focus sur les primo-entrants à l'université. Donc restitué sur nos différentes années universitaires. Ensuite, on a une ventilation des étudiants par composante par rapport au pôle sélectionné. Donc là, en l'occurrence, notre pôle sciences et technologies avec les différentes composantes de ce pôle, le nombre d'étudiants par année universitaire. Une restitution par régime d'inscription, savoir les étudiants s'ils sont en formation initiale, s'ils sont en contrat de professionnalisation, formation continue, etc. De la même manière par année universitaire. Et ensuite, une répartition des étudiants par diplôme et formation. Donc, avec notre point de départ, l'année universitaire. Les différents diplômes, donc de la même manière, à chaque fois filtrés par rapport au filtre appliqué en haut de page. Donc là, c'est uniquement les diplômes qu'on va avoir sur le pôle sciences et technologies. Si je me mets sur, par exemple, sur l'UT de Nantes, on va voir l'actualisation en temps réel, avec uniquement les diplômes dispensés au sein de l'UT de Nantes. Et donc les différentes formations au cran en dessous. Donc voilà sur cette partie-là. Et en dessous, on a une représentation, on va dire une répartition des étudiants au sein du pôle et de l'établissement. À savoir, si par exemple, je reparle de l'UT de Nantes, on a, donc par rapport à l'année sélectionnée 2019-2020, on a 1998 étudiants. Quelle est la représentativité de ces étudiants au sein du pôle, donc 18%, est-ce que ça présente au sein de l'établissement? Voilà pour ce suivi étudiant. Et sur la partie droite, on a deux petits focus. Un premier focus donc sur les primo-entrants, donc savoir le nombre d'étudiants qui sont primo-entrants en première année dans l'établissement, ceux qui le sont en formation sélective, la répartition par licence pro et master, est-ce que ça représente sur le total des licences pro et des masters. Et en dessous, on avait un premier focus sur l'international, avec le nombre d'étudiants de nationalité étrangère, et donc les 3 principaux pays d'origine. Donc là, on est vraiment sur une première version de nos indicateurs, à savoir que, je vais revenir après, mais là, on commence à aller un peu plus loin, typiquement sur la partie internationale, à jouer un petit peu aussi avec les fonctionnalités de carte offertes par DigDash. Ensuite, si je bascule sur la partie volume horaire, donc là, on voit bien par exemple que le filtre pôle sciences et technologies qui est commun sur les 2 typologies d'indicateurs suit. Donc là, ça va être toute la partie heures. Donc, toutes les maquettes, donc les maquettes d'enseignement qui ont été déclarées par l'année universitaire par rapport au filtre appliqué, en restituant les heures théoriques, les heures qui sont ensuite ajustées. Un peu sur le même fonctionnement que pour le suivi des étudiants, on a un détail par diplôme formation. Donc, ces heures, le fait de pouvoir zoomer sur... alors là, du coup, je suis sur le mauvais exemple. Je vais aller plus... Donc là, on est ni plus ni moins sur la restitution des données qui sont saisies. Donc, si on est sur, on va dire, sur une composante qui n'a pas saisi des données, on va pas voir les chiffres. Donc là, par exemple, je change de pôle. Et donc là, on peut descendre à des niveaux assez fins par rapport à ces heures. Donc, regardez vraiment un niveau, au niveau des diplômes formation, les heures. Et ensuite, une ventilation. Excusez-moi. Par licence master de ces heures ajustées. Donc une fois qu'on a parlé de maquette, ensuite on est sur les heures réalisées, donc différentes restitutions. De la même manière, une restitution par budget, savoir si on est sur des heures réalisées qui sont on va dire fléchées état ou ressources propres. Le taux de réalisation, donc là on vient croiser les heures réalisées versus les maquettes qui ont été déclarées. Et le taux de réalisation, donc de la même manière le fait de pouvoir descendre à des niveaux assez fins d'analyse. Une restitution des équipes pédagogiques, donc sur ces heures réalisées, qui les réalise, si c'est un enseignant de la composante, un enseignant d'une autre composante ou un vacataire, sur l'année universitaire en cours ou éventuellement sous forme d'historique selon le besoin d'analyse, éventuellement pour pouvoir suivre les évolutions.
Et une fois que les heures ont été réalisées, on a le suivi des heures payées. Donc là, des restitutions, on va dire un peu plus simples, soit par année civile, par année universitaire ou par budget. Donc voilà sur les indicateurs sur le volet formation. Ensuite, je vais basculer sur la partie ressources humaines. Donc là, qui est un peu plus développée. En typologie d'indicateurs, on va avoir du suivi des agents, suivi de la masse salariale, le suivi des emplois et des agents, tout ce qui est autour des coûts moyens ETPT, le suivi mensuel des ETPT, les indicateurs autour du potentiel d'enseignement et le tableau de bord BIAS, qui est un tableau de bord qui était jusqu'à présent produit manuellement et qui servait à la révision des effectifs et du coup qui a été intégré et automatisé dans le portail. Donc suivi des agents, on est sous forme de restitution de pyramide des âges, donc avec une ventilation des BIAS et des enseignants-chercheurs par tranche d'âge et par sexe, en fonction des filtres appliqués. Donc là, sur mon pôle humanité, par rapport à l'année sélectionnée, donc avec vu qu'on s'appuie sur nos entrepôts de données, le fait de pouvoir revenir sur les années, sur l'historique des années précédentes, des filtres éventuels sur les catégories, sur les statuts, ou le fait de pouvoir descendre sur des laboratoires ou sur des composants pour avoir un niveau d'analyse plus fin. Donc là, on est sur une restitution un peu agrégée, la possibilité de consulter les listings détaillés pour faire des analyses ou des analyses plus fines. Donc à ce niveau-là, qui permet de sortir des listings Excel qui viennent détailler ces restitutions-là. Ensuite, tout ce qui concerne les mouvements, donc les agents qui passent d'un pôle à un autre ou d'une composante à un autre, ou ceux qui arrivent dans l'établissement ou qui sortent de l'établissement, sous forme de courbe, avec les arrivées et les départs. Et de la même manière, avec la possibilité de récupérer un listing détaillé de ces données en fonction des besoins. Et la dernière typologie d'indicateurs, c'est tout ce qui concerne l'absentéisme, avec un taux d'absentéisme et le nombre de jours d'absence par rapport aux structures sélectionnées. Ensuite, tout ce qui concerne la masse salariale, donc une restitution de la masse salariale ventilée par budget, par mois d'analyse et une comparaison avec le même mois de l'année précédente. Donc là, à savoir, par exemple, on peut voir que sur octobre, on a le mois en cours et le mois de l'année précédente, avec de la même manière un certain nombre de filtres qui viennent actualiser ces courbes restituées, fait pouvoir filtrer sur les structures, sur les statuts, les catégories, sur des codes OTP pour faire vraiment des analyses fines, ou voire même sur des éléments de P, si on veut, par exemple, faire un focus sur les charges d'enseignement ou sur les prix. Donc avec un niveau qui peut être, enfin, on va jusqu'à l'élément de P, sur les analyses en fonction des besoins. Ensuite, on a un tableau emploi-agent sur lequel je ne vais pas passer parce que là, on est sur des données nominatives, donc je vais éviter de l'afficher, mais on est sur un tableau qui affiche, on va dire, les emplois, les agents en face, les emplois vacants, et éventuellement les ETP en face de ces emplois et de ces agents. De la même manière, le coût moyen, donc c'est le coût moyen par population, donc qui est juste une restitution sous forme de tableau, on va dire par ce que coûte chaque typologie de personnel. Ensuite, on a un suivi des ETPT, donc par budget, population et statut, donc savoir le nombre d'ETPT par rapport à la structure sélectionnée, mois par mois, ce qui permet de suivre l'évolution, avec une restitution du total, et de la même manière, en fonction des personnes habilitées, le fait de pouvoir télécharger le détail de ces données, pour des analyses plus fines. La partie potentielle d'enseignement, donc là, tout ce qui concerne les heures, donc les heures brutes, le net hors congé, et tout ce qui concerne les réductions de services, ce qui vient réduire le potentiel d'enseignement, de la même manière, donc par année universitaire, avec les réductions en excluant les congés. Donc sur le fonctionnement similaire à la majorité des indicateurs, le fait de pouvoir filtrer sur des structures données, sur le statut des agents, ou éventuellement sur la partie réduction de services, de faire un focus sur des aménagements de services, par exemple sur des raisons de santé, ou sur vraiment une catégorie de réduction de services donnée.
Et sur cette partie RH, donc la dernière typologie d'indicateur, donc c'est l'intégration du tableau de bord BIAS qui était produit jusqu'à présent manuellement et du coup qui a été intégré et automatisé dans le portail décisionnel. Hop, donc je vais me mettre sur une structure, hop, par exemple sur le pôle humanité. Je vais me positionner. Voilà. Donc là, c'est un tableau de bord qui a été produit jusqu'à présent manuellement sur du recueil de données Excel qui a été ensuite la restitution était faite manuellement et donc là on a intégré cette restitution dans le portail avec un objectif vraiment que le portail devienne un point d'entrée unique au sein de l'établissement. Donc avec globalement une reprise telle quelle des indicateurs qui étaient dans ce tableau de bord. C'est pour ça qu'on on va retrouver des indicateurs qui se rapprochent de ceux qu'on avait produits jusqu'à présent. Donc un certain nombre d'indicateurs en suite de TPT ventilés par catégorie, par statut, nombre d'agents aussi, les effectifs du pôle, un ratio aussi qui, alors c'est le seul qu'on a produit jusqu'à présent, mais qui montre aussi le fait que, on va dire, on est en mesure de croiser nos différentes sphères métiers. Donc là, on croise globalement des étudiants avec des ETP, donc avec, on va dire, la partie formation avec la partie RH. Donc un ratio qu'on a produit, restitution des personnels, et avec un export, la production d'un export des PDF qui permet, on va dire, d'imprimer ce tableau de bord et de continuer à pouvoir travailler sur version papier tel que c'était fait jusqu'à présent, parce que c'était une vraie demande. Donc voilà sur cette partie RH. Je poursuis sur le dernier volet fonctionnel qu'on a adressé jusqu'à présent, la partie finance. Donc la partie finance, donc on a deux thématiques d'indicateurs. Suivi budgétaire, donc c'est tout ce qui concerne les autorisations de recettes et de dépenses, donc qui a été réalisé en collaboration avec la DAF. Et suivi de la trésorerie, où là on est vraiment sur du suivi de tout ce qui est encaissé et décaissé. Donc des visions un peu différentes côté finance. Sur la partie suivi budgétaire, on a plusieurs restitutions. On a des restitutions mensuelles, donc des ressources à ce niveau-là, avec le mois de l'année en cours et la comparaison avec le mois de l'année précédente, ventilé par typologie de recettes, une vision annuelle, donc des 3 dernières années, et sur la partie droite, une restitution cumulée, donc savoir où on en est, on va dire, depuis le début de l'année, la comparaison en termes, par exemple, d'autorisation de recettes, la comparaison avec l'année précédente, le budget annuel et la comparaison avec l'année précédente, et le taux d'exécution budgétaire, et les montants disponibles sur les différentes typologies de recettes. Sur le même modèle, la partie dépenses, donc avec une ventilation par typologie de dépenses en vision mensuelle, en vision annuelle et en vision cumulée. Donc avec les dépenses en AE, la comparaison avec l'année précédente, le budget, taux d'exécution budgétaire, les montants disponibles par typologie de dépenses. Donc sur ces indicateurs-là, la possibilité via l'historique des entrepôts, le fait de pouvoir, on va dire, revenir sur les mois précédents pour voir les évolutions, éventuellement de basculer sur l'année précédente aussi. De faire un focus, par exemple, sur une typologie de recettes, si on veut regarder uniquement les aspects formation, on va dire sur les analyses vraiment fines, sur des services opérationnels ou des PFI, pour regarder vraiment un projet bien particulier. Et enfin, je vais terminer sur la dernière typologie d'indicateur, donc qui est notre suite trésorerie. Donc là, on est vraiment sur l'encaissé du décaissé. Donc ces indicateurs qui nous ont été demandés par l'agence comptable et donc qui ont été produits par l'agence comptable. Donc là, on exploite du coup une restitution sous forme de jauge qui vient mettre en relation, on va dire, les recettes qui ont été encaissées, celles qui sont prévues, et avec un taux de réalisation, et de la même manière sur la partie dépenses, avec la vision de l'année en cours, et le fait de pouvoir revenir sur les années précédentes et un certain nombre de filtres disponibles sur ces restitutions. Donc voilà sur cette présentation. Je vais rebasculer sur mon support pour finir le témoignage. Hop. Le diaporama.
Voilà. Donc, du coup, je vais finir sur quelques points, on va dire, d'actualité et de bilan par rapport à notre première phase de projet, parce que là, on est vraiment sur, on va dire, sur le lancement de notre projet décisionnel. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que, on va dire, l'objectif qu'on s'était fixé a été atteint, parce que l'idée, on voulait mettre vraiment en avant et assez rapidement l'intérêt d'un système décisionnel et de l'utilisation d'un outil de DataVis. Donc, c'est un objectif qui a été atteint. Donc, par rapport à ce que je vous ai indiqué, donc nos objectifs à venir, donc ça va être de pérenniser l'usage actuel du portail en accompagnant nos utilisateurs actuels, c'est d'augmenter le taux d'utilisation du portail. Et donc là, on est plutôt sur du court et du moyen terme, et on va dire à plus long terme, c'est de faire de ce portail décisionnel le point d'entrée unique du pilotage dans notre établissement. Donc pour cela, on a déjà identifié plusieurs axes de travail. Donc le premier axe de travail, ça va être d'élargir les accès au portail à des utilisateurs qui sont plus opérationnels. Ensuite, intégrer les tableaux de bord existants au portail. Donc on l'a déjà vu par rapport à un premier élément, c'est l'intégration du tableau de bord BIAT. Intégrer de nouveaux volets fonctionnels. Donc jusqu'à présent, on a adressé la partie RH, formation, et finance. Du coup, là, on veut aller vers d'autres volets fonctionnels, à savoir la recherche, le patrimoine, la transition écologique et l'international. Et le dernier point, axe de travail qu'on a identifié, c'est tout ce qui concerne la communication autour de l'outil, pour vraiment accompagner les utilisateurs, par exemple, autour de la conduite du changement. Et du coup, je vais en finir par rapport à ma présentation. Donc, on est sur un projet jeune, ça fait 1 an et demi qu'on va dire qu'on a réellement lancé le projet. Là, je souhaitais vous mettre en avant un peu les points, les avantages ou les apports que j'ai vus par rapport à Digdash et par rapport éventuellement à des outils que j'ai pu exploiter jusqu'à présent. Alors, le premier point que j'ai listé, c'est la rapidité de développement. Alors, il y a une petite phase d'appropriation de l'outil du studio. Une fois que cette phase est passée, clairement, on est en mesure de développer très rapidement les indicateurs et d'avancer assez rapidement. Ensuite, on avait un besoin en termes de mise en place d'habilitation et de restrictions fonctionnelles. Cette partie-là, donc on en a parlé tout à l'heure de Live Security, mais on va dire les fonctionnalités offertes par l'outil nous ont permis de mettre en place très facilement ces habilitations. Donc Digdash, en tout cas ce que je vous ai présenté, on s'appuie sur des entrepôts de données qui sont vraiment structurés, qui sont vraiment dédiés à ces restitutions. Par contre, pour avancer, pour valider les travaux, on s'appuie temporairement aussi sur des fichiers Excel. Et l'outil est vraiment aisé pour croiser différentes sources de données. Donc par exemple, nos entrepôts de données qui sont industrialisés avec des fichiers Excel produits, on va dire, artisanalement. Par rapport à Digdash, la proximité des équipes et de l'éditeur, par rapport à des besoins et blocages et par rapport à des craintes que l'établissement pouvait avoir par rapport à des plus gros éditeurs qui sont difficilement accessibles par rapport à des petits établissements comme nous. Un aspect qui est important aussi, qu'on n'a pas mis encore en avant, mais on avait vraiment une attente, le fait d'ouvrir aux métiers la possibilité de produire leur propre tableau de bord, donc ce que permet de faire le self-BI. Donc on l'a pas encore mis en production, mais c'était vraiment une attente forte du côté de notre établissement. Par rapport à l'outil, on est sur quelque chose de fiable, robuste et réactif. Globalement, ça nous arrive de rencontrer des soucis lorsqu'on est en phase de développement, mais par contre, notre plateforme de production, on rencontre jamais de soucis. C'est vraiment quelque chose de fiable, de robuste et réactif par rapport à d'autres choses que j'ai pu rencontrer sur d'autres outils. Donc, c'est quelque chose quand même de rassurant. Le fait que la solution soit en mode SaaS, donc ce qui limite la maintenance pour l'établissement, en tout cas au niveau des machines, les simplifications de montée de version, etc. Le fait qu'on ait une personnalisation au niveau de Digdash qui a permis de prendre en compte nos contraintes les contraintes de l'établissement au niveau de la sécurité par rapport à souhait passer par un VPN, l'utilisation de notre solution d'authentification interne à l'établissement. Et le dernier point que je mettrai en avant par rapport au point fort de l'outil, donc qu'on peut vous faire, c'est par rapport au déploiement de correctifs ou les évolutions fonctionnelles, c'est-à-dire le fait de basculer de notre environnement de développement vers la production, qui est vraiment aisé et simple à mettre en place.
Donc voilà, j'en ai fini pour cette démonstration et ce retour d'expérience. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup Sylvain. Oui, il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, il y a des questions d'ordre un peu générique dont je répondrai tout à l'heure. La première question qui est posée, c'est peut-on avoir des précisions sur la mise en place, le déploiement de l'outil en termes de temps, de méthode, d'implication des directions centrales et des composantes? En termes de temps, bah, globalement, notre projet a réellement, on va dire, a débuté fin 2018, mais vraiment début 2019. Donc là, ce qu'on vous a présenté, c'est le résultat de, on va dire, un an et demi de travail. On est en termes de TPT, en termes de TP, on est une personne à temps plein, donc moi-même, plus une personne à mi-temps côté DSI. Sur toute la partie entrepôt de données, on s'est appuyé aussi sur des entrepôts, sur la partie finance, on s'est appuyé sur les entrepôts qui ont été construits par un autre établissement. Donc là, ça a été un vrai accélérateur. Sur les autres entrepôts, on les a construits, on va dire, en mode artisanal de notre côté. Et pour la partie restitution, sur donc tout le travail qui a été présenté, du coup, j'étais la seule personne à travailler dessus, et on va dire que peut-être que ça occupait la moitié de mon temps. Après, sur la méthode de travail, on va dire, on était sur une petite équipe, donc dans l'idée, c'est un peu, on va dire, c'est en exagérant, mais on était plutôt dans l'agilité, donc un certain nombre d'échanges. On a travaillé beaucoup avec les directions métiers sur tout le travail de cadrage, sur les ateliers de caractérisation des besoins, et avec la DSI sur tout ce qui est caractérisation technique pour la mise en place des indicateurs. Donc voilà pour cette mise en place. Ouais, une autre question qui est posée, c'est est-ce que vous envisagez d'avoir des indicateurs transverses à plusieurs domaines? C'est l'idée. On en a mis un en place. Après, c'est un peu l'idée, mais du coup, je pense qu'on n'a pas été plus loin parce que on est vraiment sur un projet qui est au commencement. Mais en tout cas, notre structuration, les entrepôts de données ont été construits avec un axe, entre autres un axe structure commun, afin de nous permettre de croiser ces différents volets fonctionnels. Ok. Il n'y a plus d'autres questions. Enfin, les autres, ce sont des questions un peu plus générales. Je vais essayer d'y répondre maintenant. N'hésitez pas si vous voulez continuer à poser des questions pendant que je réponds aux autres questions. La première question qui est posée est vraiment très générale. C'est existe une version d'essai de Digdash. Donc ça, on pourra vous répondre effectivement offline. Ah oui, vous pouvez accéder même à un bac à sable. Alors soit vous l'installez chez vous, soit vous utilisez un bac à sable Digdash qu'on peut vous rendre à disposition. Si, il y avait quand même une autre question que j'ai zappée, pardon, pour vous, Sylvain. Portail très intéressant, salué, mais pourquoi a-t-il si peu d'intérêt? Est-ce que c'est une question d'accompagnement au changement? Il y a un petit peu de ça, et il y a aussi le fait pour l'instant, on l'a beaucoup adressé à ou pas suffisamment à des opérationnels, donc des personnes qui vont avoir besoin de consulter le tableau de bord une fois de temps en temps, mais pour qui c'est pas un besoin, on va dire, régulier. Donc c'est principalement ces deux points-là, et puis le fait qu'on ait encore des productions qui sont manuelles, donc tous les indicateurs passent pas au travers du portail. Mais ouais, voilà, je pense que c'est les principales raisons. Il y a la conduite du changement, et puis le fait de pas avoir encore adressé beaucoup à des opérationnels. Ok. Il y a une autre question qui vient d'être posée. Est-ce que vous envisagez d'intégrer de nouveaux domaines tels que la recherche, et comment envisagez-vous d'intégrer les activités des laboratoires et notamment des unités mixtes? C'est une bonne question. Non, je vais à moitié y répondre. C'est que c'est un souhait de la direction d'adresser le volet recherche. Sauf que, en effet, sur la partie recherche, en tout cas dans notre établissement et dans la plupart des établissements, on n'a pas vraiment de SI. Donc là où est la difficulté. Donc c'est une ambition, mais on n'a pas vraiment les moyens jusqu'à présent. Donc je pourrais pas répondre plus que la réponse que j'apporte là. D'accord, ok. Il y a une autre question qui est posée. Digdash est disponible en mode on-premise. Vous avez choisi, vous, de faire le déploiement en mode SaaS. Quelles étaient les raisons? Enfin, je crois que vous les avez déjà un petit peu exposées à la limite dans le dernier slide, mais si vous pouvez revenir dessus. À mon niveau, ce serait plus la DSI qui pourrait répondre, mais à mon niveau, c'est seuls les éléments que je pourrais apporter, c'est ceux que j'ai produits. Alors, je sais pas si. Ouais, la facilité d'administration et tout ça, en fait, ça vous facilite les travaux d'administration de la plateforme, si j'ai bien compris, quoi. En tout cas, oui, c'est entre autres pour ça. Ouais, ok.
Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres. Après, il y a des questions sur l'aspect tarifaire de DigDash, mais ça, pareil, on pourra y répondre en mode un peu offline. Sachez que le modèle tarifaire, il est basé sur le nombre d'utilisateurs, donc très simple à comprendre.